Bonjour, c'est Simo. Salut, bienvenue sur ma chaîne. On est aujourd'hui avec Karel, connue sous le nom de Codalia. Salut Karel. Salut! Salut. Salut Simo, comment ça va? Ça va impeccable et toi? Très bien, ça Ouais. va. Cool. Merci Parfait. beaucoup de Ouais. faire l'interview auteur. C'est très cool d'avoir Bah accepté. écoute, merci à toi d'avoir demandé, c'était très chouette. C'était avec le plus grand des plaisirs. Ce que je te propose, c'est qu'on commence cash par un grand récit même, un récit Oh, des sources de ton inspiration et tout, on va en parler après. Mais j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de toi, un petit peu, de ce que tu fais, depuis quand tu écris, etc. Puis après, on va rentrer en profondeur. ok. Ouais, bah moi c'est Karel, alias Kodaleya sur les internets. Qu'est-ce que je peux dire? J'écris, je dessine, j'ai fait de la musique fut un temps, donc voilà, C'est c'est quoi comme genre de musique? créatrice. Je faisais de la basse dans un groupe de rock. Trop cool. Qui n'étaient autres que mes deux sœurs. Donc on était trois sœurs à faire un groupe de rock. Donc j'ai une sœur à la batterie, l'autre à la guitare et moi j'étais à la basse. Et donc voilà. Donc Trop bien. ouais. Et que dire de plus? Voilà. Donc j'ai travaillé pendant plus d'une dizaine d'années, si c'est pas plus, dans le cinéma d'animation. Ça c'est dur à dire. Je travaillais donc dans le dessin animé et maintenant je me suis lancée là en carrière freelance, donc d'illustratrice, de dessinatrice, de créatrice de contenu, comme on aime bien dire ça maintenant. Ouais. Et à côté, j'écris aussi donc beaucoup depuis pas mal de temps maintenant. Voilà. Ah, c'est cool. Et donc, comme tu jongles du coup entre l'illustration et l'écriture, c'est ça? Ouais, et c'est pas évident des fois. Ouais, j'imagine, ouais. C'est J'imagine. pas évident parce que ce sont deux activités qui demandent énormément de temps chacune. Mhm. Et on n'a que 24 heures dans la journée, hein, donc des fois c'est un peu compliqué de consacrer assez de temps justement pour s'améliorer dans chacun de ces domaines-là, quoi. Mais c'est deux formes d'expression que j'aime beaucoup et qui sont vraiment très différentes les unes des autres et qui sont pourtant, enfin, pour moi, je trouve assez complémentaires. Mhm. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup m'exprimer que par l'écrit et par l'image, quoi. Donc, ouais. Ok. Et comment tu arrives à gérer ton temps est-ce que t'as un planning ou est-ce que c'est une journée pour l'illustration, une journée pour l'écriture ou est-ce que tu répartis ton temps dans la journée? Comment tu fais? Non, j'essaye d'utiliser le Google Calendar, m'aide beaucoup en fait à planifier, à faire comme quand on est à l'école où on a une heure Ouais. de maths, une heure de français, etc. Donc ça fait depuis que je me suis un peu plus lancée justement dans cette carrière de freelance, Mhm. d'organiser mes journées comme ça. Donc là, je fais 2 heures d'écriture souvent le matin. J'essaie de faire ça le matin parce que je suis plus alerte, on va dire. Ouais. Et l'après-midi, c'est plus autour du dessin jusqu'à des fois le soir jusqu'à 23 heures, où je gribouille. Oui, c'est pas des Je petites fais du journées, quoi. montage, etc., quoi. Ouais, non, c'est pas des petites journées, non, c'est clair. Non, et puis c'est le truc, tu sais, où voilà, tu fais un petit peu de dessin, et puis, mais tu sais, genre, tu fais du dessin en regardant Lucifer sur Netflix, donc ça ressemble pas vraiment à du boulot. Ouais, mais Ou c'en est, mais alors, c'est. ouais, c'est ça, ça en est, mais voilà. Et puis à côté, tu sais, quand tu fais des vidéos sur YouTube, tu les filmes, tu les montes, etc. Donc il y a ça aussi, oui, il y a toute. Quand je dis créatrice de contenu, c'est aussi sur YouTube, sur Twitch, Mhm. sur Ouais. Instagram, sur les blogs, sur mon site, voilà, il y a pas mal de Mhm. plateformes, mais c'est assez chronophage tout ça. Ouais, parce qu'on en parlait, parce que tu es sur énormément de plateformes, tu vois, avec plein de Ouais, formats, tu vois. euh, ouais. Et là, si tu es d'accord, je vais parler un petit peu, on va parler avec toi de ton projet d'écriture, parce que tu es sur un super projet d'illustration dont on parlera tout à l'heure. Ouais, Et là, je vais prendre le roman, comme ça on se concentre sur un truc, ouais, tu vois. ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu depuis quand tu écris, ce que tu écris, tes inspirations, tu vois, pour qu'on apprenne un peu plus sur ton univers? Euh, ouais, en fait, j'écris depuis, je pense que je pourrais te dater ça Ouais. exactement. Ça date la fin des années 90, je crois que c'était en fait l'apparition de Gargoyles à la télé, parce que ça a été Ouais. mon coup de cœur forever, love, 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 cœur, cœur, cœur. Le dessin animé Et génial. ouais, c'est ça, le dessin animé que vous pouvez tous regarder sur Disney+, allez le voir, parce que voilà, on a attendu des années pour pouvoir le Ouais. revoir, donc C'est maintenant vraiment qu'on très peut, très cool. allez-y.
Et en fait, c'est the dessin animé qui m'a donné envie de dessiner, qui m'a donné envie d'écrire aussi beaucoup. Et donc, en fait, mon premier roman était une espèce de spin-off, enfin pas de spin-off parce qu'il n'y avait pas les personnages du truc, mais c'était un truc qui était vraiment très inspiré de Gargoyle parce qu'il y avait des gargouilles dedans, etc. Oui. Et donc j'avais 13 ans, quelque chose comme ça. Je crois que j'en ai parlé dans une de mes vidéos où je revenais sur je retrouvais en fait mon premier carnet d'écriture, donc où j'écrivais très très serré sur des feuilles à petits carreaux, les doubles pages là. Et c'est assez bizarre d'ailleurs de se replonger là-dedans. J'avais fait le dessin, la map des châteaux, etc. en décrivant les pièces, machin. Ça c'est la cheminée, là c'est la chambre d'amis. Genre c'est comme s'il y avait les chambres d'amis dans les châteaux, quoi. Donc ouais, j'ai commencé à écrire à cette époque-là un roman que je n'ai jamais terminé. Je suis passée à autre chose après et donc là pour l'instant j'en suis donc dans un projet de saga dont j'ai terminé le premier tome et dont je suis dans la correction de ce premier tome. Et aussi dans l'élaboration du premier jet d'un autre roman qui n'est pas du tout dans le même univers, qui n'a rien à voir. Et donc j'essaye pour l'instant de jongler entre les corrections de ce roman de fantasy en premier et le premier jet de ce deuxième roman de steampunk. Donc voilà. Ok. Donc d'accord. Donc c'est de la fantasy pour le premier, du steampunk pour le deuxième, c'est ça? C'est une saga fantasy renaissance pour le premier et un roman steampunk, un stand-alone pour l'autre. Ah, donc c'est un stand-alone pour le deuxième, c'est pas dans la saga? Non, c'est pas dans la saga, ça n'a absolument rien à voir, c'est pas du tout les mêmes univers, pas du tout les mêmes personnages, absolument rien à voir, ouais. Tu te fais un kiff en steampunk? En fait, je voulais... Comme le premier tome de cette saga fantasy a pris énormément d'années à pondre, j'ai voulu un petit peu passer à autre chose tout en gardant ça sous le feu, quoi, mais à essayer de mettre en pratique tout ce que j'avais appris en fait pendant l'élaboration de du premier roman pour planifier, pour réfléchir, pour travailler sur ce nouveau roman. Et comme je me disais que cette saga fantasy qui s'appelle Versipellis, donc qui est une histoire de loup-garou dans une Europe renaissance, alternative. Je me disais que je suis primo écrivaine, primo autrice, et que sans doute vendre l'idée d'une saga à un éditeur, ça risque un petit peu de le faire cringer. Donc je me suis dit peut-être que on va garder ça parce que ça c'est mon projet bébé que je sais, que je sens au fond de mes tripes qu'il faut que j'écrive. Il sortira d'une manière ou d'une autre. Je pourrais peut-être mettre du temps à profit et mettre aussi tout ce que j'ai appris à profit pour faire ce deuxième roman, un stand-alone qui pourra peut-être plus facilement me vendre et que je pourrais plus facilement vendre en fait à une maison d'édition, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai que les maisons d'édition parfois sont un peu réticentes à prendre des sagas pour les néo-écrivains. Du coup, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué de proposer ça. Sauf si tu as, je sais pas, ton idée ou ton truc des boîtes, mais voilà, je veux dire, pondre un roman, ça va, faut en sortir 2, 3, enfin, faut en sortir. Écrire une saga, écrire une série, c'est vraiment très compliqué. Ouais. Et je pense que comme peut-être toi et moi, on est fans de fantasy, on a été biberonnés aux séries, aux sagas de 15 000 tomes. Pour nous, ça paraît un peu c'est normal, quoi. Et en fait, non. Et en fait, c'est quand même plus facile de faire ses dents et faire ses armes sur un one-shot, ça c'est clair. Ouais. Mais c'est vrai que la première chose qui nous vient en tête, c'est jamais un one-shot, quoi. Parce que c'est pas... Oui, t'as un univers que tu crées, cache, etc. Avec du coup une grosse histoire, du coup, pas une petite... Pas une grosse histoire, une longue histoire en tout cas. Tu vois. Ouais, c'est ça. Plus développé, ouais. Ok. Et pour ton projet fantasy, tu vois, Renaissance, ça fait combien de temps que tu es dessus? Je vais faire fuir tout le monde. La vache, ouais. Non, écoute, je n'ai aucun remords, aucun truc à cacher. J'ai commencé à y réfléchir, à pondre les personnages, etc. en 2001. Okay. Donc ça va faire 20 ans bientôt que je suis dessus. Mais ça n'a pas été 20 ans où j'ai travaillé non-stop dessus.
Même le tout début, c'était complètement différent parce que c'était plus du fantastique en fait à l'époque. C'était plus un personnage, enfin une personne de notre monde qui était dans la même fac que moi d'ailleurs, comme par hasard, qui tombait dans un portail et qui allait dans un autre monde et qui tombait sur une espèce de clique de Robin des Bois. Il y avait toute une histoire aussi autour des États-Unis qui cherchent du pétrole à tout prix. Donc voilà, c'était quelque chose qui était un peu plus basé sur notre monde, et là ça a complètement basculé vers quelque chose de purement fantasy, où il n'y a pas forcément de la magie des dragons, etc. Mais voilà, dans cette histoire-là, il y a surtout des loups-garous persécutés, quoi, grosso modo. Okay. Il y a juste ça qui diffère par rapport à nous. Et en fait, donc, ça datait de 2001. Les premiers dessins, les premiers écrits, ça datait de 2001. Et puis après, je l'ai laissé un petit peu tomber parce que études, hein, ça prend du temps. Et à partir de entre 2004 et 2007, j'ai fait mon école de 3D. Donc là, j'ai beaucoup plus été sur comment apprendre Maya, comment faire des storyboards, etc. Donc à ce moment-là, j'ai beaucoup plus dessiné mes personnages. C'est là où j'ai commencé à les dessiner en fait. Donc il y a pendant 3 ans, 4 ans, je les ai vraiment... c'est là où justement je te dis l'écriture et le dessin sont assez complémentaires parce que quand j'écrivais pas, je dessinais, quand je dessinais pas, j'écrivais. Et en fait, ce projet-là, je l'ai vraiment remis à plat, repris de zéro à partir de une première salve à partir de 2012, je crois, et vraiment de façon plus sérieuse à partir de 2014. Okay. À partir du moment où j'ai commencé à faire de NaNoWriMo, à partir du moment où j'ai commencé à m'entourer de gens qui écrivaient aussi et qui me motivaient, à partir du moment où j'ai commencé à avoir des vidéos sur l'écriture, sur avoir des vlogs et des blogs, etc. Donc, et c'est là où j'ai plus commencé à vraiment à aller dans le côté, on appelle ça, pas artisanal, je veux dire dans le côté du métier, quoi, tu vois. Okay. Alors qu'avant, j'écrivais dans le bus 50 fois le même chapitre. Ça, je pense que tout le monde l'a fait. Parce qu'il était jamais assez bien, assez parfait. Alors, du coup, tu recommençais, t'avançais pas, quoi. C'est ça. Mais d'ailleurs, c'est super intéressant ce dont tu parles parce que du coup, tu as assisté à parce que moi, en tout cas, j'ai pas de recul sur ça parce que je m'intéressais pas à la question depuis aussi longtemps. Du coup, j'ai pas vu cette évolution-là. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu vu que tu as vu ça de première main, l'évolution en fait de la proposition de contenu, parce que j'imagine qu'à un moment donné, ça devait être exclusivement des blogs, voire des bouquins, mais que du coup, en fait, les plateformes qui proposent du coup des conseils d'écrivains, des écrivains qui parlent de leur travail, de la façon dont ils parlent de méthodes, etc., que ça a dû apparaître petit à petit, je sais pas, peut-être sur YouTube, sur des sites, sur des machins. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'évolution du paysage qui proposait ça ? Au début, je pense que les premières choses que j'ai faites, c'était d'acheter des bouquins justement sur l'écriture. Donc j'avais notamment acheté les 2 bouquins chez Brajlon. C'était écrire un roman de fantasy. C'est les 2 bouquins de Orson Scott Card qu'ils ont ressortis, je crois, il y a pas longtemps. Donc il y avait celui-là et celui sur les personnages et points de vue ils m'ont vraiment aidé au début. Celui qui m'a fait Brain Freeze, c'était celui en anglais de Christopher Vogler, The Writer's Journey, qui je crois a été traduit en français. Et en fait, c'est un auteur qui parle du monomythe en fait, et de la façon dont est écrit le monomythe en passant par toutes les étapes. Je crois que t'en parles. Enfin, c'est aussi, tu sais, genre. Le début dans ton monde familier, et puis ensuite le truc qui va te faire sortir de ton monde, et puis toutes les étapes que tu vas suivre. Donc c'est l'étape de la quête du héros, quoi. Où il parle aussi des archétypes des personnages, etc. Et en fait, justement, c'est en lisant ça que je me suis rendu compte que j'avais intégré, en consommant beaucoup de livres, de bouquins, de films, de séries, etc. J'avais consommé beaucoup de ces façons de créer des histoires, en fait, et qu'il y a des choses que j'avais inconsciemment mis dans mon roman, parce que j'avais déjà commencé à travailler sur la planification de mon roman à ce moment-là. Je me suis dit, mais en fait, là, dans mon roman, ce qui se passe là, en fait, c'est cette étape-là, quoi. Et je fais, mais en fait, c'est magique, quoi, c'est ce truc de fou, quoi. Donc il y a eu déjà ça. Ensuite, moi, j'ai commencé à regarder les vidéos YouTube à partir de 2010, je crois.
C'est là où j'avais commencé, déjà moi, à m'y mettre vers 2011. J'ai commencé sur YouTube vers 2011 à faire des vidéos, où j'avais du coup découvert toutes les balbutiements de la communauté Booktube, où on parlait de nos lectures. En fait, au début, c'était vraiment plutôt par les lectures. Ouais. Et puis après, ça a plus commencé. Comme je disais, j'ai découvert l'existence du NaNoWriMo. Là, je me suis dit, bah tiens, ce serait l'occasion de s'y mettre. C'est là, ça a aussi coïncidé avec le moment où j'ai entendu parler de Scrivener, où j'ai acquis Scrivener pour une bouchée de pain, parce qu'il y avait, je crois que j'ai eu une promo où c'était à 15 €, quoi. Donc, c'est cool. donc je l'ai pris, quoi. Il m'a jamais lâché depuis. Et en fait, ouais, ça a coïncidé avec ce moment-là où il y avait aussi donc des écrivaines, surtout anglo-saxonnes déjà au début sur YouTube, dont j'ai pas forcément le nom. Je crois qu'il y a Rachel Stevens, j'ai découvert Jenna Morrissey, je crois aussi. Et puis ensuite, il y a eu par la suite Samantha Bailly. Et puis après, j'ai commencé aussi à connaître des gens qui étaient aussi au début sur Booktube, qui ont commencé à écrire et à être publiés, comme Floriane Soulas, qui est devenue une très très bonne amie à moi et une binôme d'écriture aussi. Okay. Et ça a aussi coïncidé au moment où j'ai commencé à aller aux Imaginales, et donc au moment où j'ai commencé à rencontrer en personne des auteurs et aussi à pouvoir en fait partager des moments, parce qu'aux Imaginales, ils organisent des petits déj et des déjeuners avec des auteurs et avec qui du coup tu peux avoir 1 heure et demie à discuter de ce que tu veux, quoi. Donc voilà, discuter avec Robin Hobb de comment est-ce qu'elle a écrit Le Fou, etc. Enfin, tu sais, de rentrer dans. Cool, ouais. C'est voilà, ça donne. Et tout ça fait que ça a démystifié aussi le fait d'écrire, l'action d'écrire. Et je pense que tout ça a été assez organique en fait, jusqu'à que le auteur tube justement francophone commence un petit peu aussi à émerger avec Christelle Le Bailly. Bonjour le chat. Donc Christelle, Elodie, Margot, il y a toi. Enfin, je veux dire, ça a poussé comme les champignons, et c'est vachement chouette, quoi, justement, que ça s'organise comme ça, et que justement toute cette espèce de savoir-faire qui est censé être, tu sais, un peu spectral comme ça, là, qui prenne forme, quoi. Et je pense que ça pourra aider, et surtout démystifier l'écriture, que c'est pas genre tu sais, l'écrivain comme ça, avec sa plume dans la bouche, qui attend l'apparition de la muse et qui va poser la phrase parfaite, tu sais, qui retouchera pas. La légende ça, de la phrase qui bougera pas, tu vois. Voilà, des mythes, j'ai l'impression qu'on nous a inculqués depuis l'enfance. C'est clair. Tu sais, genre toutes les rédactions que j'ai faites à l'école, j'aurais aimé qu'on nous prépare vraiment à ce qu'est vraiment l'écriture. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que ce qu'on nous apprend à l'école, et ça n'a rien à voir, quoi. Mais vraiment rien à voir. Non, là, c'est une production purement académique, tu vois, donc c'est pas du tout dans une production créative. Donc là, on suit un protocole. Enfin, cela dit, ça revient au même, mais c'est juste que tu recraches un contenu avec une réflexion sur la connaissance. Mais là, il y a. On te propose même pas comment dire. On te propose même pas en fait l'alternative créative, tu vois. C'est-à-dire, en fait, non, et puis je veux dire, quand on t'apprend, je sais pas moi, n'importe quel comment dire, courant littéraire, machin, etc. On t'apprend pas que Victor Hugo, on t'apprend pas à réécrire un texte. Je veux dire, tes rédactions à l'école, tu les ponds la veille au soir et tu reviens pas dessus. Et c'est tout. Il faut que ce soit parfait, tu vois. Voilà, et en fait, tu files un premier jet. Donc, tout le travail de la réécriture, etc., je trouve que ça n'a jamais été abordé à l'école. Parce que, bon, après, on ne nous apprend pas à écrire comme un écrivain, quoi. On nous apprend à écrire des mots et des phrases, voilà, quoi. Mais voilà, ça, c'est un truc que je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas eu cette conjonction-là. Peut-être que s'il y a des profs de français qui passent par là, des profs de lettres, j'aurais bien aimé... Bonjour, s'il vous plaît. Et je pense que ça pourrait justement démystifier le fait que voilà, ce sont le talent de l'auteur, comme ça. Non, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un des aspects qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est le fait que je puisse accéder à des personnes très lambda en fait qui écrivent. Oui, c'est ça. Et j'étais là genre mais en fait. Si eux peuvent le faire, moi aussi, quoi. Ça veut dire qu'il y a une méthode, tu l'appliques, alors il faut une petite partie effectivement de réflexion, d'inspiration, de machin, ce que tu veux, mais du coup c'est toi qui l'insuffles dans une méthode, quoi. Tu vois.
Donc, en fait, on pourrait tous écrire un livre, un roman, même sans âme. En tout cas, on pourrait tous en écrire, dans l'absolu. Oui, et puis après, en fait, ce qui fait toi, c'est la somme de tes expériences, de ce que tu as lu, de ce que tu as vu, de tes amis, de ce que tu aimes, de ce que tu n'aimes pas, etc. Et donc, le fait que, tu sais, il y a plein de gens qui ont peur que ce qu'ils font est pas original, est pas intéressant, etc. Mais non, c'est le fait que toi, tu vas avoir une vue là-dessus qui va être originale, parce que toi, tu es original, donc ce que tu vas faire est original, quoi, tu vois. Et voilà, ça, c'est encore un truc que tu apprends sur le tas ou que tu apprends par la suite, quoi. Du coup, c'est très, très cool qu'on puisse avoir accès à autant de contenu, en fait, très démocratisé, très banalisé et pour la grande majorité gratuit. Du coup, en fait, c'est clair que ça peut être un gros coup de pouce. Je ne me rends pas compte des statistiques de l'évolution des personnes qui écrivent, etc. Mais en tout cas, l'auto-édition, c'est une excellente illustration, en fait, de la hausse de personnes qui écrivent. Ça veut dire que, bon, tu pouvais très bien écrire ton chapitre dans le bus, c'est cool. Mais là, tu as la possibilité, pour a priori, potentiellement pas un rond, de sortir un roman, quoi. Tu vois, sans forcément passer par une maison d'édition. Ça veut pas dire qu'il sera bon, qu'il sera mauvais, c'est pas ça l'idée. Mais en tout cas, c'est qu'il sera. Il pourrait, je veux dire, un roman sorti en auto-édition, pour le peu que tu te donnes la peine et pour peu que tu te donnes les moyens, il peut être aussi retravaillé et travaillé qu'un roman sorti en édition traditionnelle, quoi. Mais voilà, ça demande des bêta-lecteurs, des correcteurs, des trucs que tu vas devoir faire ou chercher de ton côté, mais tu peux potentiellement avoir quelque chose de professionnel pour peu que tu t'en donnes la peine, quoi. Pour peu que tu saches que tu t'arrêtes pas un premier jet, quoi. C'est ça, parce qu'après, c'est un vrai taf, quoi. Genre, c'est compliqué. Ok, c'est super intéressant cette évolution-là. Moi, ça me fascine. Genre, je pourrais en parler des jours. On ne va pas faire ça, mais je pourrais en parler très longtemps. Genre, sur l'évolution de ce paysage-là et de l'accès à des contenus, tu vois, c'est vraiment genre la démocratisation d'un savoir. Je trouve ça génial. Je trouve ça trop bien. Ok, mais merci beaucoup parce que c'est super cool d'avoir du coup une vue plus large, quoi. Tu vois, c'est génial, je trouve. Et pour revenir à ton roman, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la méthodologie que tu appliques, la façon dont tu bosses, comment tu t'organises, quoi? Tu vois? Lequel, celle de la saga fantasy ou l'autre? Parce que si les choses ont beaucoup changé. Si elles sont différentes, encore mieux. Clairement, parce qu'en fait, le premier, ça a été un peu YOLO, quoi. Je savais pas ce que je faisais, je faisais des trucs, j'avançais comme ça. Et c'est justement en faisant ça et avec tout ce que j'ai appris par la suite que j'ai complètement changé de méthodologie pour le deuxième. Là. Et je m'en suis rendu compte quand même de la différence parce que, comme je disais, le premier m'a pris des années et des années et des années à planifier, à écrire. Alors que là, le deuxième, j'ai commencé à réfléchir, à faire les planifications, etc. Au mois d'avril, pendant le Cap Nano du mois d'avril. Et en juillet, je commençais le premier jet, quoi. Donc en 3 mois, j'avais fait, alors que l'autre, je te raconte pas les trucs que ça a été, quoi. Donc je vois bien l'évolution. Je veux dire, j'avais beau avoir fait des fiches personnages, etc. pour le premier, parce que ça, je pense que c'est un truc que tout le monde comprend que quand tu te lances dans un roman, faut peut-être faire au moins un minimum de fiches personnages, mais après la planification. C'est la différence entre ton synopsis, comment tu vas gérer tes scènes, comment tu vas gérer tes chapitres, tes flashbacks, où est-ce que tu arrêtes certaines scènes pour pas trop en dire, etc. Enfin, ça a vraiment été l'apprentissage sur le tas. J'ai essayé plein de méthodes différentes, genre le truc des post-it ou des scènes, des cartons de scènes. J'avais essayé, ça m'a pris une soirée à préparer mes Bristol. Et en fait, j'ai passé plus de temps à préparer les Bristol qu'à faire mes fiches de scène. Tu sais, c'est comme quand tu joues aux Sims où tu passes plus de temps à faire ta maison et créer tes Sims que vraiment jouer après, quoi. Et donc c'était, je pense, une méthode qui moi me convenait pas, en tout cas à ce moment-là. Et puis justement, c'est là où Scrivener a un peu changé la donne parce que jusqu'à maintenant, j'écrivais avec Word et j'étais paumée parce que j'avais des fichiers de partout, plusieurs versions du fichier. C'était le bordel, quoi. C'était vraiment le boxon. Et Scrivener m'a permis de tout centraliser dans un même truc, quoi, et à pouvoir justement mieux ordonner les choses. Et comme ils ont un système justement de tableau de liège aussi, ça m'a vachement aidé à faire ça, quoi. J'avais aussi essayé de faire des chronologies dans Excel. J'avais essayé de faire des chronologies sur papier. Alors comme ma saga, c'est prendre la place. Sur papier, j'ai vite été limitée. J'ai découvert aussi Iron
timeline qui m'a aussi pas mal aidé à remettre des choses et qui m'a aussi justement aidé dans le deuxième roman. Là, ça a fait partie de mon processus pour la planification du roman, justement à réussir à mieux détailler certaines choses, à mieux saisir certaines choses. Et en fait, ouais, j'ai vu complètement la différence, parce que le premier était vraiment laborieux, mais parce que je me découvrais en tant qu'autrice, je découvrais la façon dont je travaillais, ou dont j'aimais travailler, dont j'aimais pas travailler. Donc du coup, il a vraiment essuyé tous les plâtres de l'expérimentation, quoi. Et ça a duré des années. Le premier jet, je sais même plus, je sais même plus combien de temps ça a pris, quoi. Je pense que je sais pas, depuis 2012 où j'ai recommencé jusqu'en 2017, je pense. Donc j'ai dû mettre plus de 5 ans à l'écrire. Puis alors le jour où tu mets justement le point final à ton premier jet, c'est... D'autant plus que bon, tu sais que t'as tout... Ouais, d'autant... Enfin, tu sais qu'il va y avoir du taf derrière, mais tu sais que t'as mis un milestone, t'as mis une pierre importante, quoi. Et... c'était dans un des podcasts dont je parle dans ma vidéo des podcasts sur l'écriture, où il disait bon, c'est bien de savoir écrire, mais de dire ce qu'il faut apprendre à faire, c'est savoir terminer un livre. Donc tout le monde peut commencer des livres, mais tout le monde ne peut pas en finir un livre. Et donc en fait là, c'est vraiment aussi là ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est vraiment d'apprendre à mettre le point final, je veux dire finir le manuscrit pour de vrai, pour de bon, c'est-à-dire finir toute la période, le passage de la réécriture, quoi. Et là, je suis en plein dedans. Je suis en plein dedans entre les réécritures perso, l'envoi aux bêta lectrices, le retour, voir comment elles voient certaines choses. Enfin bon, c'est un truc aussi qui est aussi très particulier, quoi. Et moi, j'aime beaucoup aussi cette partie-là, mais même si ça prend aussi énormément de temps, parce que j'ai terminé le premier jet en 2017 et le jeu en 2020, j'y suis encore, quoi. Donc après, c'est peut-être parce que je fais pas ça non plus, c'est pas mon métier principal et que je suis pas payée pour faire ça encore pour l'instant. Et puis, t'as d'autres activités à côté. En fait, tu charbonnes, tu vois, du coup, ça te laisse forcément moins de temps à y consacrer, quoi. C'est ça. Mais le but, je sais que c'est ça que m'a permis Scrivener, NaNoWriMo, et puis le fait aussi de m'entourer de gens qui écrivent, c'est d'essayer d'insérer l'écriture dans ton emploi du temps normal pour que ça devienne un truc aussi bateau que te laver les dents et sortir le chien, quoi. C'est que ça doit faire partie de ton emploi du temps et pas genre tous les 4 matins quand t'as envie, quoi. Oui, c'est ça. En fait, c'est une approche différente de se dire j'écris et du coup la discipline. C'est de la discipline. Ouais. Tu mets l'écriture dans ton planning ou de te dire que s'il me reste du temps, j'écris. C'est pas la même approche. Et du coup, non, c'est pas la même approche. Ça change en fait complètement la façon dont tu abordes l'écriture, quoi. J'avais vu un truc où c'est pas la motivation qu'il faut avoir, c'est la discipline. Parce que la motivation, parce qu'avec la discipline, même si t'as pas la motivation, tu le fais. Ouais, et je trouve que c'est très vrai, en fait, ouais. À la rigueur, la motivation, c'est un bon coup de boost au début. Sauf que la motivation, c'est souffle. Oui. La discipline, elle reste, tu vois. Ouais, c'est ça. Après, il faut toujours essayer de garder, de rester le plus souvent possible connecté à ton histoire, connecté à tes personnages, et surtout essayer de garder le maximum, le plaisir que tu as à écrire et à te retrouver dans l'univers que tu crées. Parce que même des fois où ça va être difficile, tu as quand même ça qui va rester, quoi. Et il ne faut pas le perdre de vue. Non, c'est clair. Ouais. Donc là, en termes d'étapes, tu en es à la réécriture du premier jet. Tu as eu les retours de tes bêta-lecteurs, comme tu dis. C'est ça, ouais. C'est cool. Donc tu es en pleine réécriture. Ouais. Est-ce que tu peux... Comment tu as fait pour trouver tes bêta-lecteurs? Comment ça s'est passé? Alors, mes bêta-lecteurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, comme je disais, comme j'ai créé ces personnages et cette histoire il y a très longtemps, j'avais un groupe d'amis, donc avant que je reprenne tout en place, tout le roman, j'avais un groupe d'amis qui sont dessinatrices et qui en fait elles aussi avaient créé leurs personnages, parce que ça c'est aussi un truc de dessineux et puis peut-être d'écrivain, on aime créer des personnages, on aime voilà, sauf que nous on les crée aussi visuellement, quoi. Et chacune avait créé du coup ses personnages, son univers, et tout le monde avait aussi cette espèce de truc de créer une histoire, en fait. Et donc à ce moment-là,
je me suis fait des amis avec qui je brainstormais énormément, tu sais, quand j'étais bloquée dans un nœud narratif, je n'arrivais pas à savoir où aller, etc. Donc il suffisait de discuter en général avec elle un dimanche après-midi autour d'une tasse de thé pour débloquer les trucs, quoi. Et en fait, du coup, il y a une de mes bêta-lectrices qui est justement issue de ce groupe d'amies dessinatrices et du coup qui a connu en fait Versipellis avant que ça s'appelle Versipellis d'ailleurs, et qui a connu en fait avant tous les changements que j'ai pu apporter et tout ça, quoi. Et donc elle a une vue, elle sait déjà ce qui va se passer normalement après dans les tomes après, enfin je veux dire tome supérieur dans les tomes d'après, quoi. Et j'ai une autre bêta lectrice qui en fait ça s'est fait assez vite et naturellement. C'est une fille que j'ai rencontrée sur un Discord d'écriture, avec qui on a très vite sympathisé, qui a proposé en fait de bêta lire mon roman. Je lui ai dit écoute, il est très gros, hein, je te préviens, on se connaît pas, etc. Donc tu sais, je voudrais pas non plus genre je sais pas, être genre tiens, lis mon truc, quoi. Non, mais en fait parce que oui, il est énorme, hein. Je veux dire, le premier jet il faisait 196 000 mots. Donc attends, j'ai retrouvé, j'ai imprimé, tu sais, quand j'ai fini le premier jet, au moment de la relecture, j'ai imprimé mon roman. Ah oui, d'accord. Voilà, donc okay. Ça c'est une version, ça. Oui, ça c'est un roman. Après, les deux manuscrits là, c'est une version. Enfin, les deux. Oui, c'est juste c'est le roman. C'est-à-dire il y a pas de roman, quoi. Et après bon, il est genre c'est écrit en recto, donc c'est doublé, quoi, tu vois. Mais ça m'a permis de le lire différemment, de prendre des notes. Tu vois, c'est raturé de partout et tout. Enfin bref. Mais une étape indispensable. Ça, ouais, mais c'est obligé, quoi. Ah, faut savoir que ça coûte 70 €. Hein. Donc faut aussi. Faut être prêt à faire ça. Faut aussi prévoir. Et du coup, soit dit en passant, je pense à tous ceux qui devaient imprimer leur roman pour les envoyer aux éditeurs. Avant, t'imagines, le budget. Ouais, avant, purée. Ah ouais, non, mais laisse tomber, quoi. Donc, et donc la deuxième bêta lectrice, je lui ai envoyé, et elle, par contre, ne connaît absolument rien de mon histoire et de mes personnages. Donc, elle a une vision complètement vierge, etc. Et du coup, c'est intéressant de voir, d'avoir les deux sons de cloche, justement de voir la première qui réagit d'une façon par rapport au changement de certains personnages, alors que l'autre n'a pas du tout la même vision. C'est assez sympa. Donc voilà. Et puis elles sont assez cash quand elles me disent que, écoute, là c'est bizarre, là tes phrases sont, là tu te répètes 12 000 fois, 12 milliards de fois. Enfin, donc, et puis je sais que par exemple j'ai des tares en fait en écriture. Je sais que j'ai tendance à sauter d'un point de vue de personnage à l'autre quand j'écris, et du coup je perds un petit peu le lecteur. Donc ça c'est un truc justement que j'ai réussi à me rendre compte là, quoi, en fait. Donc et c'est hyper chouette. Après au début quand j'avais proposé la bêta lecture, je l'ai envoyé à pas mal de gens qui m'avaient proposé de faire la bêta lecture. Je crois qu'il y en avait 6, tu vois. Mais au fur et à mesure, ça s'est un petit peu restreint. Il y en a qui m'ont jamais forcément retourné donné leur retour. Il y en a qui, parce que bon, il est gros, etc. Donc, je l'avais pas envoyé en une seule fois non plus, mais en petite partie, quoi. Et au final, il y a que ces deux-là pour l'instant qui sont encore à fond dedans, quoi. Ouais. Et voilà. D'accord. Donc là, tu es dans la réécriture de ça. Ouais. Et ça se passe bien? Écoute, pour l'instant, oui. J'ai repris la réécriture là très très récemment parce que j'avais un petit peu laissé de côté pour pouvoir me consacrer à l'écriture du premier jet de l'autre. Et je me suis dit récemment, ce serait con de repousser encore le point final de ce roman-ci, parce qu'à la limite, je pourrais très bien vraiment me focaliser sur finir ce roman-là avant la fin de l'année. C'est ce que j'aimerais bien, en fait, finir les corrections de Versipellis là avant la fin de cette année, pour qu'on dise en 2020 c'est bon, ça c'est fait. Pour ensuite en fait partir sur l'autre un peu plus sereine, un peu plus l'esprit libéré, parce que je sais que après ce one shot, enfin après ce deuxième roman, il faudra que je revienne sur l'autre pour planifier la suite, en fait, pour remettre à plat tout ce que je prévois pour les tomes d'après, parce que pour l'instant ça reste aussi assez artisanal, et je pense que j'ai besoin de mettre un petit peu de cadre et justement de mettre à profit ce que j'ai appris sur l'écriture de saga récemment. Donc mais je pense que c'est aussi important que je fasse un one shot avant. Ouais, je trouve ça pas mal.
D'accord. Donc ça, c'est pour ta partie roman. Donc là, tu es en pleine réécriture du premier jet. Pour Ouais. le premier roman, donc du coup, tu mets en stand-by le deuxième pour l'instant, mais tu vas revenir dessus très rapidement, j'ai l'impression. Ouais. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu des autres choses que tu fais, des autres plateformes sur lesquelles tu es présente? Parce Oui, que bah du tu coup, n'arrêtes pas, j'ai l'impression. c'est clair, je n'arrête pas. Donc, au niveau du dessin, je suis donc sur Instagram, sur YouTube. Donc, j'ai repris en main plutôt parce que je l'avais déjà ouverte une chaîne purement artistique, mais qui est plutôt anglophone cette fois-ci parce que j'essaie de viser un public un peu plus large qui serait un petit peu refroidi par le fait que ce soit qu'en français. Donc des fois c'est un petit peu difficile pour moi du coup de pondre des vidéos en anglais. Ça demande un peu plus de Ah oui. présence mentale, quoi, on va dire. Et je suis sur Twitch aussi. J'essaye de faire au moins 2 fois par semaine. Donc je Twitch du dessin, quoi, et des fois des vieux jeux vidéo de point and click de quand j'étais plus jeune. Et donc notamment par exemple sur Twitch, au mois de mai, j'ai participé donc à un event de dessin qui s'appelle Mermaid, qui en fait c'est un peu comme Inktober où au mois d'octobre on dessine un dessin à l'encre par jour, Ouais. et au mois de mai, en fait c'est le truc où on dessine une sirène par jour, en suivant ou non une liste, parce qu'il y a des listes qui pop, et une liste officielle et il y a d'autres listes qui pop à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, je vais utiliser cette opportunité pour moi déjà de twitcher tous les jours. J'ai streamé tous les jours ça. Et c'était vachement chouette justement de voir des gens revenir tous les jours. Donc il y avait une petite clique comme ça de 5-6 personnes qui étaient là tous les jours. En plus, on était genre à la fin du confinement, etc. Ouais. Donc les gens étaient ou en télétravail ou à la maison, donc c'était pratique. En fait, de cette expérience-là, j'ai sorti un book que j'ai décidé de lancer en fait en financement via Ulule. Donc c'était le premier projet Ulule ever que je faisais. Je pense que j'avais un côté où ça faisait très longtemps que je me disais ce serait peut-être bien, mais personne me connaît, personne, voilà, je suis vraiment peanuts sur Instagram. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ce que je fais, mais voilà, je suis pas un grand nom euh, qui fait des milliers de likes et des milliers de follow, etc. Et Ouais. en fait, je me suis dit merde, c'est l'occasion. Donc j'ai préparé une petite campagne Ulule et qui a eu lieu, donc c'est de fin juin jusqu'à fin juillet, qui a duré un mois. Et en fait, quelle n'a pas été ma surprise de voir donc ce projet financé à 100% en 1 heure. J'ai rien compris. Trop bien. Moi j'étais la première assez estomaquée. Alors évidemment, j'espérais qu'on dépasse ça, mais pas au bout d'1 heure, quoi. Donc voilà, et on a atteint les 414%, je crois. Donc on a dépassé les 400% Génial. à la fin de la campagne. Et donc là, je suis en plein dans justement la préparation du truc. Donc j'ai fini tous les goodies qui étaient promis dans cette campagne. Il n'y a plus qu'à lancer des commandes en fait. Donc il va y avoir marque-page, il y a des prints, il y a des badges. Pour certains trucs, pour certains packs, il y a des dessins originaux que j'ai commencé à faire. Donc il y en a qui sont là. Ils sont tous Exclusivité. voilà, ça brille en exclusivité. Ils sont tous là, ils sont tous uniques. Donc il y en a des A6 et des A5. Et en fait, j'ai commandé il y a pas très longtemps de cela, donc une épreuve. En fait, j'ai commandé un exemplaire pour voir un petit peu comment ça donnait. Et donc voilà, il est là, le bébé. Et donc J'adore les c'était grands très formats comme très ça. étrange. Ouais, je le voulais en A4 justement parce Ouais. que je me disais qu'en A5 ce serait peut-être trop petit, c'est en couleur, etc. Et en fait, le fait de le voir en papier, en objet physique, alors que toutes les illustrations ont toujours été sur ordinateur, Bah ouais. ça fait vraiment très bizarre, quoi. Donc voilà, on a les illustrations comme ça en grand, quoi. Et en Ouais, trop fait, bien. et donc ouais, c'est un truc qui fait 80 pages, donc il y a toutes les mermaids de cette année.
j'ai rajouté aussi tous les croquis en fait, donc de toutes les mermaids de cette année. J'ai fait aussi un tuto de comment j'ai procédé, donc avec des images, tout expliqué quoi, et aussi donc les mermaids des années précédentes parce que c'est pas mon premier coup d'essai. Et voilà quoi. Donc je l'ai en main et en fait je me rends compte que c'est mon premier truc d'auto-publication quoi finalement. C'est mon premier, c'est pas un roman, mais c'est mon premier bouquin auto-édité, auto-publié, et je suis hyper, j'ai même pas les mots quoi. C'est très très spécial quoi. Donc voilà, il est pas encore. Donc ça c'est juste comment dire mon exemplaire test pour voir si tout est bien imprimé, si c'est lisible, etc. Et donc là, je vais faire la commande de tous les artbooks finaux d'ici quelques semaines. Ouais. D'accord. Et ta campagne se termine quand? En fait, la campagne est déjà terminée. Okay. La campagne Ulule est terminée depuis fin juillet. Ouais, c'est ça. Et donc, si éventuellement il y en a qui n'ont pas pu participer à la campagne, il y a encore possibilité de commander directement, de me commander directement un pack. Ça, j'ai mis ça sur Instagram hier en fait. Donc, il suffit de t'envoyer un message. C'est ça. Il faut juste m'envoyer un mail à codalea@gmail.com. De toute façon, il y a tout qui est marqué sur mon Instagram. Ouais. Ou si vous avez l'occasion, je pense que tu mettras peut-être dans la description le lien de la campagne Ulule. De toute façon, tout est marqué là-dedans. Donc, il suffit de me contacter, de me dire quel pack ils aimeraient, et puis de payer par PayPal. Et puis ensuite, je les rajoute dans la liste. Et comme ça, je pourrais du coup faire la commande de tant d'exemplaires en plus. Quoi. En une fois, quoi, avec les trucs en plus. C'est génial, ce serait. Bah ouais. C'est très cool en plus. Donc, pour les retardataires, il y a encore moyen. Quoi. Ok, c'est bon à savoir, je mettrai les informations dans la légende, c'est très cool. Ok, c'est cool, c'est un beau projet. C'est un beau projet, ça, c'est très cool. Et en plus, ça doit être très satisfaisant de l'avoir dans les mains, comme ça doit être génial. Ouais, parce que c'est le résultat d'une expérience d'un mois, quoi. Parce que c'était faire du stream tous les jours, entre 3 et 6 heures par jour sur Twitch. Ouais. D'avoir toujours donc les gens qui revenaient tous les jours, d'avoir sympathisé, etc. Et puis d'avoir du coup réussi à sortir 31 illustrations toutes différentes. Et en plus, c'était un challenge pour moi parce que si tu veux, normalement, tu suis une liste ou pas de liste, mais tu suis une liste de mots pour faire tes illustrations. Et en fait, cette année, j'avais vraiment voulu un petit peu mettre la barre plus haut. C'est que j'ai mixé 3 listes. J'ai suivi 3 listes en même temps. Donc en fait, chaque jour, j'avais 2 mots qu'il fallait que j'imbrique, que je trouve un moyen de les mettre dans l'illustration et une couleur. Donc c'est pour ça que c'est souvent des trucs un peu monochromes. Chaque jour quoi et de sortir du coup des trucs comme ça et sortir un petit peu de sa zone de confort, essayer de trouver des moyens pour connecter des choses qui sont pas connectables. Des fois c'était plus difficile que d'autres, mais des fois ça fait des trucs paf, ça fait des chocs à pic quoi. C'est assez drôle quoi. Non franchement il y avait des jours où c'était l'association se faisait magnifiquement, puis d'autres c'était un peu plus compliqué, mais justement dans la difficulté, il y a des choses vraiment inattendues qui sont sorties, quoi. Donc c'était une chouette expérience. C'est génial. D'accord. Donc là, en gros, le 7 septembre, tu lances les envois. Je lance les commandes de ça et puis de tous les goodies à côté, etc. Et une fois que j'aurai reçu tout ça, ce sera le truc joyeux de faire les enveloppes. C'est ça. Ça va être cool. Ça va être drôle. Ok. Et c'est quoi, du coup, tes futurs projets? Parce que là, du coup, tu as ça qui en phase finale, on peut dire, tu vois, clairement. Ouais. Ton premier jet qui est en cours de réécriture. Donc, tu as ton roman Steampunk qui est en stand-by pour l'instant, mais bon, c'est un projet qui est important. Il y a d'autres trucs sur lesquels dans lesquels on va te voir prochainement aussi, ou pour l'instant, tu limites un petit peu? J'essaie de limiter quand même parce que j'ai pas 6 mains et il y a que 24 heures dans la journée quoi. Et puis il faut que je dorme un peu quand même. Et Et pour l'instant j'essaie de faire ça.
Après, je sais que, tu sais, il y a le NaNoWriMo qui arrive au mois de novembre. Alors, je ne sais pas encore sur quoi je vais le faire, si ça va être encore sur la correction ou si j'aurais déjà pu passer sur l'eau, ce qui m'étonnerait quand même. À mon avis, je serais encore sur la correction. Mais par exemple, au mois d'octobre, normalement, c'est le mois d'Inktober. Et le mois d'Inktober, justement, cette année, je voulais notamment le faire parce que ça fera l'objet d'un futur projet Ulule, justement. C'est que l'année dernière, en fait, j'avais fait un Inktober qui était basé sur les personnages féminins de la mythologie grecque. Et le mois prochain, le mois d'octobre, remarque, oui, c'est le mois prochain. Mois d'octobre, le mois prochain, merde. J'espère que j'aurai terminé tout avant, ça m'étonnerait, mais bon, voilà. Bah, du coup, je voulais faire en fait la version des personnages masculins de la mythologie grecque, et du coup de proposer dans un futur Ulule. Les personnages, enfin des packs en fait avec les personnages féminins ou masculins ou les deux, donc plusieurs artbooks comme ça au choix. Et comme c'est là cette fois-ci c'est de l'encre Inktober, c'est des trucs traditionnels, du coup contrairement à là où c'était du digital, il y aura aussi peut-être des originaux qui seront possibles d'acheter quoi. Donc ça ce sera mon prochain projet de dessination, de dessin, c'est ça. Dessinage, ça, de dessin. Après, ça va me prendre, je pense, un petit peu de temps. Et à mon avis, est-ce que je vais pouvoir le faire correctement? J'en sais rien, mais parce qu'il faut déjà finir celui-là avant de commencer l'autre, quoi. Et puis à côté de ça, il y a des commandes de dessin en particulier, du boulot que je peux avoir ici et là, quoi. Donc voilà. Et puis à côté de ça aussi, j'ai mon Patreon, j'ai mon Patreon, comme dit Elodie, ça me fait toujours rire quand elle dit ça. Mon Patreon, donc qui est là, qui est purement artistique et de dessin, quoi. Donc il y a des dessins originaux, des dessins que je ne fais que pour Patreon en fait. Comme là par exemple, donc je fais du Cara Design, où ce mois-ci, enfin le mois dernier, j'ai designé sur le thème des anciens dieux égyptiens. Donc j'ai dessiné 3 dieux égyptiens, et là cette année a priori ça va être des Vikings d'après ce que j'ai vu. Donc ça ce seront des dessins qui seront disponibles et visibles uniquement par les gens qui me soutiennent sur Patreon. Sur Patreon, c'est cool. Ouais. Et c'est vachement cool Patreon justement pour les auteurs aussi, pour les dessinateurs. C'est un site qui permet en fait un mécénat en fait 2.0, où les gens peuvent en fait aider financièrement les artistes avec des contreparties du coup en fonction de l'argent qu'ils donnent. Donc moi par exemple sur mon Patreon j'ai des des tirs, enfin des contreparties, donc à partir de $1, parce que c'est en dollars, $1, $5 et $10. Et donc en fait plus vous payez, plus vous allez avoir accès à des choses quoi. Et mais bon, il y a plein de choses que je poste en avant-première là-dessus, que je poste en exclusivité aussi dessus, plein de croquis que je poste pas sur les réseaux, etc. quoi. Donc voilà. Ok. Donc le fait que tu lèves le pied un peu, c'est relatif du coup. Pas vraiment. J'ai jamais vraiment levé le pied. Je sais pas faire. Okay. C'est bien d'ailleurs mon grand dame, c'est que j'ai tendance à vouloir faire trop de choses et j'arrive pas à me dire choisir, c'est abandonner, et j'ai un petit peu du mal avec ça, je pense. C'est un truc qu'il faut apprendre, hein, mais ça s'apprend, lever le pied, hein, c'est compliqué. Ouais, c'est dur. D'accord, ça fait beaucoup de trucs. C'est très cool, non? Tu charbonnes. Ouais, c'est génial. Je pense que genre Inktober en octobre, peut-être que ça débordera, peut-être que je ferai pas le NaNoWriMo en entier, parce que le NaNoWriMo, sur de la réécriture, est-ce que tu comptes ça facilement? C'est compliqué. C'est compliqué à quantifier, ouais. Mais j'aimerais bien, même si je participe pas en tant que tel, j'aimerais bien, il y a un engouement et une émulation collective, j'ai pas envie de passer à côté de ça, parce qu'en général ça donne des ailes quoi. Donc c'est clair. Ouais. D'autant, après toi c'est possible que dans ta courbe elle soit négative, tu vois. Mais du coup en fait tu serais quand même oui, parce que je suis dans l'élan, surtout que oui, comme tu dis, c'est négatif parce que là, en réécrivant mon roman, j'enlève des mots. Enfin, tu sais, c'est donc. ouais, c'est clair. Ta courbe elle sera vraiment à tendance inverse. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Trop cool. Franchement, c'est génial. T'as plein de projets trop cool. J'avais suivi en mai ton projet Mermaid.
Et bah oui. je voyais que tu étais active sur Twitch tous les jours et tout. Genre, j'étais impressionné par la quantité. C'est très chouette Twitch. J'aimerais bien y être un petit peu plus souvent, mais je pense que bon bah voilà. Mais c'est très très chouette. Alors ça fait que tu prends plus de temps pour faire des dessins parce que tu discutes, tu rigoles, machin, etc. Mais il y a un contact et avec les gens que j'aime plutôt bien. Donc je pense que je vais continuer régulièrement en tout cas et c'est quelque chose qui est très chouette. Du coup, peut-être que pendant Inktober, pendant que je ferai cet Inktober, peut-être que je retwitcherai, mais cette fois-ci du dessin traditionnel sur mon bureau là derrière. Coucou bureau. Coucou bureau. Et on verra. Je sais pas encore. Je me laisse l'opportunité de faire ça. Ouais. C'est trop cool. En tout cas, on en a appris énormément. Genre, c'est génial. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir consacré du temps. Et du coup, là, merci à toi. Avec plaisir. Là, on va attendre du coup la sortie de ton bouquin sur les sirènes. Ouais. J'imagine qu'on va le voir tourner un petit peu partout sur les réseaux dans oui, je pense sur Instagram, sur mes Facebook, sur Twitter, j'y suis, mais je suis pas vraiment parce que c'est un réseau qui me saoule. Mais ouais, je suis essentiellement sur Instagram, sur Discord aussi, sur YouTube. J'essaie quand même de garder une présence sur YouTube aussi. Des fois, c'est pas évident. C'est pas évident, mais voilà, j'essaye d'être là un petit peu tout le temps. Voilà. Oui, c'est clair. Même de façon disparate un peu partout. En fait, d'autant plus que tu es présente sur plein de plateformes. C'est compliqué de suivre, quoi. Enfin, d'être présente activement partout au même moment. J'imagine que c'est compliqué, quoi. Surtout que tu fais plein de trucs. Ouais, c'est compliqué, mais en même temps, tu vois, par exemple, les dessins que je fais sur Twitch, c'est ceux qui vont se retrouver sur mon Patreon, qui vont se retrouver sur mon Instagram, qui vont se retrouver aussi sur mon YouTube, parce que je fais des timelapses. Et donc, tout est lié, mais tout est aussi, tout demande du temps, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, ouais. En tout cas, c'est sympa, c'est cool. Ça m'étonne pas, c'est sûr et certain. Donc là, dans un futur proche, on va avoir beaucoup de sirènes. Et j'espère que du coup, ça va grave avancer pour ton premier jet d'ici la fin d'année. J'espère, mon but, là, bon, voilà, je le dis devant la terre entière, devant ta communauté et la mienne. Je voudrais le terminer pour le 31 décembre cette année. Ouais, c'est dit. Tu nous feras une mise à jour le 31 décembre, tu vois, pour nous tenir au courant. Ouais, mon Dieu. Ça va passer comme prévu. Ouais. Trop cool. En tout cas, merci beaucoup, Karel. C'était énorme, j'ai kiffé. Merci beaucoup. Moi aussi, c'était super. C'était trop cool. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir suivre. On va pouvoir suivre ça avec attention, genre très bientôt, avec grand plaisir. Écoute, de toute façon, je donnerai des nouvelles sur les internets, comme on dit. Sur les internets. Trop cool. En tout cas, c'était vraiment génial. Et puis, on en reparle quand tout ça sera encore plus avancé. Moi, ce serait avec cool. plaisir. Ce serait génial. Carrément. Avec prends soin de toi. Toi aussi. Merci. À bientôt. Ouais, à bientôt. Et salut tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Salut.